Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces de l'offensive de la France, visant à venir en aide à la Pologne envahie par l'Allemagne depuis l'attaque surprise du 1er septembre 1939, entraînant les déclarations de guerre de la France et de la Grande-Bretagne, entraînant l'Europe, puis le monde, dans un nouveau conflit mondial. Mais pourquoi les Anglo-Français n'ont pas profité de l'opportunité d'attaquer l'Allemagne en force sur le Rhin? Partons ensemble découvrir la réponse. En 1939, le Troisième Reich dispose désormais d'un outil militaire particulièrement efficace. Les Panzerdivision et la Luftwaffe en constituant la pointe diamant. Les dysfonctionnements rencontrés lors de l'Anschluss, blindés obligés de ravitailler dans les stations-service, axes de progression encombrés par des blindés en panne, ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Les retours d'expérience de la Légion Condor, engagée en Espagne, favorisent la constitution d'une armée opérationnelle. En dépit des promesses de la France et de la Grande-Bretagne d'aider la Pologne, Adolf Hitler est déterminé à entrer en guerre et est certain que son pacte de non-agression avec l'Union soviétique lui laissera carte blanche en Pologne. À l'aube du 1er septembre 1939, l'Allemagne lance son attaque surprise sur la Pologne. Le groupe d'armées Nord attaque la Pologne par la Porémanie et la Prusse orientale, et le groupe d'armées Sud envahit le sud du pays par la Silésie, la Slovaquie. Dépassés, les Polonais partent avec de faibles chances, ce qui facilite la stratégie d'encerclement menée par l'Allemagne. La puissante Luftwaffe anéantit les forces aériennes polonaises en quelques jours, laissant l'armée de terre à la merci des divisions de Panzer. La rapidité avec laquelle les chars allemands forcent les lignes polonaises va ajouter un nouveau terme au lexique de la guerre, le Blitzkrieg ou guerre éclair. La déclaration de guerre contre l'Allemagne prononcée par la France et la Grande-Bretagne le 3 septembre ne peut rien aider la Pologne. Les Polonais remportent un succès tactique limité entre le 9 et le 15 septembre près de la rivière Brudża, mais l'entrée des armées allemandes dans Varsovie le réduit à néant. Le destin de la Pologne est déjà scellé lorsqu'en accord avec les termes secrets du pacte germano-soviétique, l'armée rouge franchit la frontière polonaise par l'Est le 17 septembre. Tandis que Varsovie et quelques garnisons parviennent à résister, les vestiges des forces armées polonaises battent en retraite vers les pays voisins. Au moins 90 000 hommes, la Pologne est partagée entre l'Allemagne et l'Union soviétique. Les pertes allemandes s'élèvent à 14 000 morts et 30 000 blessés pour 1 250 000 hommes engagés. Les Polonais perdent 66 000 hommes, 130 000 blessés et 400 000 prisonniers. La ligne Siegfried est un système de défense s'étendant sur plus de 630 km, avec plus de 18 000 bunkers, des tunnels et des dents de dragon. Elle s'étire de Clèves à la frontière néerlandaise jusqu'à Well en Rijn, à la frontière suisse. Le long de la frontière occidentale de l'ancien empire allemand, Hitler planifie cette ligne en 1936 sur les travaux de Fritz Todt et l'a fait construire entre 1938 et 1940. La ligne Siegfried regroupe plusieurs lignes de défense, de simples et légers bunkers au début. Les ouvrages deviennent de plus en plus imposants au gré des ordres d'Hitler. Cette construction se déroule après la remilitarisation de la Rhénanie en 1936 et viole ouvertement le traité de Versailles et les accords de Locarno. Après la bataille de France, mai-juin 1940, et l'occupation de la Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la moitié nord de la France, la nécessité de Siegfried passe au second plan. Lors de l'édification du mur de l'Atlantique, nombreux blindages sont démontés pour être installés sur ces nouvelles fortifications. Après le débarquement en Normandie, Hitler fait appel à la Hitlerjugend pour la remettre en état et construire de nouveaux bunkers en prévision de l'approche des armées alliées vers les frontières du Reich en septembre 1944. Rappelons également pour l'anecdote le succès de la chanson On ira pendre notre linge sur la ligne Siegfried lors de la drôle de guerre, chanson symbole de la grave insouciance qui règne au sein d'une partie de la troupe française. Le réveil, lors de l'offensive surprise en mai 1940, à travers le massif des Ardennes, n'en sera que plus douloureux. Dès le 3 septembre, alors que le Blitzkrieg se déchaîne sur la Pologne, le monde s'attend à une réaction de l'armée française pour deux raisons. En vertu du protocole d'accord du 17 mai 1939, le général Gamelin a pris l'engagement, en cas d'agression allemande à l'Est, de déclencher à partir du 15e jour de la mobilisation une action offensive avec le gros de ses troupes.
Par ailleurs, l'occasion semble particulièrement favorable de lancer une opération de grande envergure contre la ligne Siegfried. À un moment où la Wehrmacht a jeté en Pologne les 2/3 de ses forces, la totalité de ses unités aériennes et ses divisions blindées motorisées, ne laissant à l'ouest que 13 divisions assez mal équipées et sans blindés, pour faire face aux 34 divisions françaises, appuyées par des bataillons de chars. Dès le 1er septembre, Gamelin semble décidé à agir. Le général Prétella, à la tête du 2e groupe d'armées en Lorraine, est invité à entreprendre la préparation des opérations préliminaires de l'hypothèse SAR. Le 3, le jour de la déclaration de guerre, le commandant en chef évoque notre devoir d'allié, tout en précisant cependant qu'en l'état actuel de notre concentration, il ne pourra s'agir que de reconnaissance et de coups de main. Le 7 septembre, l'offensive n'en démarre pas moins sur le front de la 2e et la 3e armée, en direction de Sarensbrück. Les avant-gardes franchissent la frontière sans rencontrer d'opposition notable. Les jours suivants, l'avance se poursuit avec la plus grande facilité. La forêt de la Vrande et une vingtaine de villages abandonnés sont occupés. La principale difficulté procède des champs de mines et des pièges que les Allemands ont semés à profusion. Dans un village, une seule mitrailleuse allemande contient l'avancée française pendant plus d'1 jour. Mais le 12 septembre, Gamelin donne l'ordre de suspendre la progression, 8 km en territoire allemand, alors que les troupes françaises n'ont pas atteint les abords de la ligne Siegfried. Le 30, 3 jours après la chute de Varsovie, intervient le repli général et l'évacuation de la verrue établie en Sarre. Au total, l'offensive se limite à une simple démonstration à l'origine d'interminables controverses. Selon l'historien François Cochet, l'opération de la Sarre a été conçue comme une forte reconnaissance armée, plutôt que comme une offensive générale. En tout, l'opération de la Sarre aurait fait dans l'armée française environ 2000 victimes, morts, blessés, malades. Comment expliquer en effet le comportement de Gamelin et son refus non seulement de remplir son devoir d'allié, mais d'exploiter une situation exceptionnelle, confirmée au lendemain du conflit par la plupart des généraux allemands? D'après Halder, le chef d'état-major de l'armée, si les Français avaient attaqué au début de septembre 1939, ils auraient aisément atteint le Rhin, qu'ils pouvaient franchir avant même la fin de la campagne de Pologne. Plusieurs raisons sont à l'origine de l'attentisme de Gamelin. Tout d'abord, la lenteur de la mobilisation et de la concentration de l'armée française, ainsi que les délais nécessaires à la mise en place d'une artillerie lourde pour l'attaque des ouvrages fortifiés allemands. Interviennent également l'effondrement extrêmement rapide de la Pologne, acquis en moins d'une dizaine de jours, et surtout la volonté du commandement en chef, à la lumière des hécatombes de 14-18, de gérer sagement ses effectifs et de ne pas émousser l'instrument. Gamelin est décidé de longue date à pratiquer une stratégie prudente, dans l'attente de la reconstruction, de la puissance britannique et de l'intervention d'alliés comme les États-Unis. C'est d'ailleurs à l'unanimité que le Conseil interallié réuni à Abbeville le 12 septembre approuve la suspension de toute opération offensive. Chamberlain est le premier à demander à Gamelin, pour un résultat incertain, de ne pas casser l'armée française sur la ligne Siegfried. L'armée française, considérée à la veille du conflit comme l'une, si ce n'est la meilleure armée du monde, est en réalité un colosse aux pieds d'argile. Les effectifs sont certes conséquents, mais la réorganisation opérée au sein de l'industrie d'armement, nationalisation de 1936 entre autres, ne permet pas encore d'aligner des matériels modernes en nombre suffisant. La politique de réarmement doit réellement porter ses fruits en 1941. Le traumatisme de 14-18 est également présent dans les esprits. Le haut commandement français se veut économe du sang de ses hommes. Les services de renseignement français, intoxiqués par l'ennemi, surestiment la puissance de la Wehrmacht, renforçant ainsi l'avis des tenants d'une certaine prudence. L'armée française aurait certainement pu pénétrer plus en avant en territoire ennemi, mais la brièveté de la campagne polonaise aurait indéniablement permis aux Allemands de rapatrier rapidement leurs meilleures divisions. Le général Maurice Gamelin ordonne à ses troupes de s'arrêter à moins de 1 km des positions allemandes, le long de la ligne Siegfried. Cette décision n'a pas été notifiée à la Pologne. Au lieu de cela, Gamelin informe le maréchal Édouard Ritz-Smigli que la moitié de ses divisions sont en contact avec l'ennemi et que les avancées françaises ont forcé la Wehrmacht à retirer au moins 6 divisions de la Pologne.
Le lendemain, le commandant de la mission militaire française en Pologne, le général Louis Frory, informe le chef d'état-major polonais que l'offensive majeure prévue sur le front occidental doit être reportée du 17 au 20 septembre. Du 16 au 17 octobre, l'armée allemande, désormais renforcée par des troupes provenant de la campagne de Pologne, mène une contre-offensive qui reprend le reste du territoire perdu, toujours tenu par les forces de couverture françaises, qui se retirent comme prévu. Les rapports allemands ont reconnu la perte de 196 soldats, plus 114 disparus, 356 blessés. Ils ont également affirmé que 11 de leurs avions avaient été abattus jusqu'au 17 octobre. À ce moment-là, toutes les divisions françaises avaient reçu l'ordre de se retirer dans leurs casernes le long de la ligne Maginot. La drôle de guerre avait commencé. Au procès de Nuremberg, le commandant militaire allemand Alfred Jodl a déclaré que si nous ne nous sommes pas effondrés déjà en 1939, cela était dû uniquement au fait que pendant la campagne de Pologne, les quelques 110 divisions françaises et britanniques à l'ouest ont été tenues complètement inactives contre les 23 divisions allemandes. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 10 février 1939, c'est la guerre sino-japonaise. Le Japon occupe l'île d'Annan et fait le blocus des concessions françaises et britanniques du Xinjiang, ce qui amène les États-Unis à dénoncer leur traité de commerce avec le Japon en juillet. Le 2 mars, c'est l'élection du pape Pie XII qui prendra fin en 1958. Le 17 mars, c'est la signature du pacte ibérique entre le Portugal de Salazar et l'Espagne de Francisco Franco. Le 1er avril 1939, on voit la fin de la guerre civile en Espagne. C'est le début de la dictature franquiste. Le 7 avril, l'Italie de Victor Emmanuel III et de Benito Mussolini envahit l'Albanie. Le 22 mai, c'est la signature du pacte d'acier entre l'Allemagne et l'Italie. Le 23 août 1939, c'est la signature du pacte germano-soviétique. Comme on l'a vu, l'offensive de la Sarre du 7 septembre au 17 octobre 1939 est la réponse française de l'invasion allemande de la Pologne. Les plans originaux prévoyaient 40 divisions, une division blindée, 3 divisions mécaniques, 78 régiments d'artillerie et 40 bataillons de chars pour aider la Pologne en attaquant le front occidental. Malgré l'avancée de 30 divisions jusqu'à la frontière et dans certains cas de l'autre côté, l'attaque n'a pas eu le résultat escompté. Lorsque la victoire rapide en Pologne a permis à l'Allemagne de renforcer ses lignes avec des troupes de retour, l'offensive a été stoppée. Les forces françaises se retirent alors au milieu d'une contre-offensive allemande. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.